ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment investir sereinement quand on est déjà débordé? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler à toutes les personnes qui se considèrent comme étant débordées et qui malgré cela, elles aimeraient quand même faire un investissement immobilier. C'est pas évident, parce qu'on sait qu'il faut investir en immobilier pour développer sa richesse et sa liberté, notamment pour son futur et pour sa retraite, mais on procrastine parce qu'on a l'impression d'être déjà sous l'eau et j'ai envie de faire un épisode spécialement pour ces personnes-là pour voir en fait comment vous pouvez trouver votre façon d'investir tout en gérant un planning totalement débordé. Je vais structurer cet épisode en 3 grandes parties. La première chose qu'on va voir, c'est de voir si on est bien d'accord sur le terme de déborder. La deuxième chose, c'est de voir l'objectif, si jamais notre objectif c'est d'être moins débordé ou pas, donc on va voir ça ensemble. Et la troisième chose, c'est qu'on va voir ensemble les tâches qu'on va pouvoir déléguer par rapport aux tâches qu'il faut absolument garder et faire soi-même. C'est parti. Premièrement, j'ai envie qu'on voit ensemble qu'est-ce que vous entendez quand vous dites « je suis débordé ». Parce que pour moi, quand quelqu'un dit qu'il est débordé, moi, ça me va, j'entends cette excuse, mais il faut que cette excuse soit bonne. C'est-à-dire que si on est débordé, je considère que ça veut dire qu'on travaille beaucoup et donc qu'on gagne beaucoup d'argent. Je veux dire, être débordé pour un travail qui ne vous rapporte rien ou pas grand-chose, c'est pas normal. Donc je considère que si vous dites que vous êtes débordé, ça veut dire que vous avez un planning assez important, vous faites plus que 35 heures, vous faites peut-être 40, 45 heures, 50 heures par semaine, je sais pas, peut-être même plus. Je sais qu'il y a des médecins qui travaillent énormément en termes d'heures par semaine. Et à ce moment-là, j'ose espérer que dans votre cas, si jamais vous êtes à ces niveaux horaires, vous avez un bon salaire. J'espère vraiment. Dans ce cas, vous pouvez quand même investir, mais en déléguant davantage. C'est-à-dire que le fait d'être débordé et le fait que vous gagnez donc bien votre vie va vous permettre d'investir d'une façon plus passive. Et on va voir ensemble justement dans cet épisode comment faire justement quand vous êtes vraiment débordé pour réussir à investir quand même. Je veux vexer personne, hein, mais pour les personnes qui se considèrent comme étant débordées et en gagnant très mal leur vie, à ce moment-là, c'est-à-dire si vous travaillez plus de 60 heures par semaine et que vous avez un salaire qui est pas bon du tout et qui ne vous permet même pas d'emprunter ni rien, à ce moment-là, n'investissez pas en immobilier. Prenez déjà ce temps pour peut-être déjà améliorer le travail que vous avez pour gagner plus, ou éventuellement faire un investissement qui va être plus chronophage, de type de la location courte durée, ou par exemple faire un investissement plus petit, mais boosté en faisant de la location courte durée, ou éventuellement de la sous-location professionnelle. Vous pouvez peut-être même aller voir justement l'épisode sur les stratégies pure cash flow, qui seront peut-être plus recommandées pour un profil qui est donc qui a une capacité d'emprunt moins bonne. L'épisode là, il est vraiment fait pour les gens débordés qui gagnent bien leur vie. Parce qu'ils ont un travail qui demande plus de 40, 50, voire 60 heures par semaine, parce que c'est un travail extrêmement prenant. Donc pour vous, les personnes débordées, on va voir la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de poser votre objectif. Quel est votre objectif de cet investissement immobilier? Pour moi, il y a 2 options. La première option, c'est de se dire, le fait de travailler autant ne me dérange pas. Moi, ce que j'attends de l'investissement immobilier, c'est de préparer ma retraite. Donc, je ne veux pas forcément avoir du cash flow maintenant pour augmenter mes revenus.
Moi, ce que je veux, c'est surtout préparer ma retraite dans 20 ans parce que je sais que dans 20 ans, j'aurai plus envie de travailler à ce rythme. Ça, c'est l'option 1, qui est de préparer donc sa retraite. Et l'option 2, c'est lorsque vous en avez marre d'être débordé et que vous voulez justement lever le pied. C'était notre cas avec Cyril. Nous, on était dans cette option 2. On avait un rythme de travail très élevé, surtout Cyril, qui était régulièrement en déplacement, et on savait que ce n'était pas la vie qu'on voulait mener. Donc dans cette option 2, on veut justement que nos investissements soient quand même suffisamment rentables pour nous dégager du cash flow et potentiellement, dans quelques années, mais pas dans 20 ans, c'est-à-dire dans quelques années, dans 4-5 ans par exemple, de pouvoir lever le pied, accepter de gagner un peu moins, mais pour être moins débordé et avoir plus de temps pour soi. Donc je ne sais pas dans quelle des deux options vous vous retrouvez. En tous les cas, si jamais vous êtes dans l'option 1 et que vous voulez préparer votre retraite, vous avez besoin uniquement de viser un autofinancement ou un léger cash flow positif. Et ça, concrètement, c'est assez accessible en déléguant une grande partie de l'investissement immobilier. Et la deuxième option, c'est de vouloir quelque chose quand même qui est suffisamment rentable pour dégager du cash flow. Et dans ce cas-là, en effet, ça va être un peu plus dur pour vous, vous allez devoir mettre les bouchées doubles. Je dis pas le contraire, parce que nous, sur cette période-là, avec Cyril, on avait vraiment serré les dents. C'est le moins qu'on puisse dire. On savait qu'on était dans une phase dure, mais je sais pas si vous voyez, c'est vraiment le moment où on sait que pendant 1 ou 2, 3 années, on va être tout donné. On bossait à temps plein, on avait nos 2 enfants, on faisait les visites le week-end, que ce soit pour dénicher les bonnes affaires ou bien pour suivre les travaux, ou des fois les deux en même temps. Et le soir, on se consacrait à la recherche de la bonne affaire. Peut-être pas toutes les soirées, il y avait quand même des soirées tranquilles, mais une bonne partie de nos soirées, on se concentrait sur nos investissements. Quand Cyril ne travaillait pas évidemment pour son boulot. On va passer à la 3e étape de cet épisode, qui est une fois que vous avez donc défini cet objectif de rentabilité, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez déléguer. Parce que moi, j'aime pas dire qu'est-ce qu'il faut ou pas déléguer, parce que ça dépend vraiment du profil de chacun. Mais en l'occurrence, là, aujourd'hui, on est en train de parler des personnes débordées, qui gagnent bien leur vie, qui ont des plannings extrêmement chargés, et qui ont la possibilité de dégager un peu de budget supplémentaire pour pouvoir investir sans trop non plus empiéter sur leur qualité de vie. Bon, franchement, c'est dur, je peux pas dire le contraire, quand on travaille beaucoup et qu'on investit en même temps et qu'on a des enfants, c'est pas évident, mais c'est possible. Donc, je vais vous expliquer là les tâches qu'il faut absolument garder pour vous et faire vous-même, si jamais surtout vous voulez avoir de la rentabilité, et les tâches que vous pouvez déléguer et qu'il faudrait même absolument déléguer par rapport justement à votre situation de personne débordée qui gagne bien sa vie. Premièrement, on va voir les tâches à booster, à mettre le paquet dessus. Pour moi, la première tâche à booster, quand je dis à booster, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déléguer, qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens, c'est la phase de préparation. La phase de préparation, c'est le fait d'avoir une vision claire, des objectifs clairs, de fixer une fourchette de budget, une rentabilité qu'on doit viser par rapport à un cash flow cible, sa stratégie d'investissement, sa localisation et sa fiscalité. Ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut soigner parce que ça va vous faire gagner du temps par la suite. Quelqu'un qui n'est pas bien préparé, qui n'a pas bien réfléchi à ce qu'il attend de son investissement immobilier, il va perdre du temps après par la suite en faisant en fait des virages une fois que le parcours est lancé. Donc moi, je vous conseille de vraiment avoir un plan d'action, une préparation bien au carré avant de vous lancer bien en tête dans les recherches. Moi, je vois trop de personnes qui commencent direct à regarder sur Le Bon Coin en se disant « Ah tiens, je vais me lancer en immobilier » et puis bam, elles sont sur Le Bon Coin. Et je fais « Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Mais bon, c'est pas grave, je l'aurais dit, je le redis. Peut-être qu'un jour, ça ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Donc voilà, cette phase de préparation est essentielle. La deuxième phase qui est essentielle pour moi, c'est la chasse à la bonne affaire. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas atteindre de très bonnes rentabilités si vous faites du clé en main ou bien des investissements immobiliers totalement passifs. Si votre objectif c'est de faire un minima de l'autofinancer pour la retraite à la rigueur, je pourrais potentiellement tolérer qu'on fasse du clé en main. Même si
Je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas tout l'aspect développement personnel derrière, parce que vous vous rendez pas compte à quel point la chasse à la bonne affaire, ça débloque en fait des choses dans le cerveau qui font qu'après vous avez beaucoup plus un état d'esprit financier, alors que quand on est en fait salarié, fonctionnaire ou je sais pas, entre guillemets dans un travail plus classique, on a tout ça qui se connecte pas forcément. On est tellement passif que le cerveau va pas se développer. Donc moi je recommande vraiment, même si vous cherchez que de l'autofinancement, de faire cette phase de recherche vous-même. Parce que c'est ce qui va vous faire grandir. Et évidemment, si vous cherchez du cash flow, parce que vous voulez arrêter d'être débordé et lever le pied à terme assez rapidement, disons dans 4-5 ans, à ce moment-là, il faut faire tout ça vous-même. C'est indispensable. Et la troisième tâche, que pour ma part je ne délèguerai pas et que je ne délèguerai jamais, j'appelle ça la mise en route locative. Surtout pour un premier investissement. Qu'est-ce que j'entends par mise en route locative ? C'est pour moi l'ameublement, les photos et les premières mises en ligne d'annonces et de mise en location. Pourquoi ? Tout simplement, c'est parce que c'est ce qui va vous permettre de bien connaître votre marché de l'immobilier du côté des locataires. Vous allez également peaufiner la déco pour avoir des photos canons qui vont faire mouche lorsque vous allez publier sur Le Bon Coin vos annonces. Ça vraiment, vous avez donc vu les 3 tâches à absolument ne pas déléguer. Maintenant, je vais vous parler des tâches que je vous conseille par rapport à votre profil de personne débordée qui gagne bien sa vie, que vous pouvez fortement déléguer. Premièrement, il y a le prêt immobilier. Alors, normalement, avec votre profil, vous pourriez tout simplement demander à votre banque historique ou à un autre rendez-vous en banque, vous devriez obtenir le prêt assez rapidement au bout de 2-3 rendez-vous. Mais à la rigueur, vous pouvez aussi passer par un courtier. Si ça vous dit justement de même pas avoir de rendez-vous à la banque. Mais bon, moi je trouve que dans les 2 cas, ça va pas prendre beaucoup de temps, il n'y a pas de raison que ça vous prenne énormément de temps, pourquoi pas le faire soi-même, mais si vous vouliez par exemple déléguer à un courtier parce que ça vous paraît plus parlant, pourquoi pas. Je considère également que quand on passe par un courtier, c'est quand on a un dossier assez facile. Et du coup, le courtier, il sera motivé pour bosser sur votre dossier parce qu'il sait qu'il aura le résultat derrière. Alors c'est vrai que par exemple, quand on commence à avoir plusieurs investissements, le courtier, c'est plus délicat et il faut plutôt passer directement avec les banques. Pour défendre son dossier, on est en général mieux servi par soi-même. Ensuite, la deuxième tâche à déléguer, et pour celle-là, il faut absolument la déléguer complètement, ce sont les travaux. Quand je dis complètement, c'est tout sauf de réfléchir au plan. Réfléchir au plan, ça c'est votre intelligence d'investisseur qui doit justement optimiser la valeur locative du bien que vous avez acheté. Et du coup, c'est à vous d'y réfléchir. Mais prenez directement une société générale qui va gérer tous vos travaux, avec lesquels vous n'aurez qu'un seul interlocuteur, et déléguez donc entièrement la gestion en fait de ces travaux. Vous venez juste faire le contrôle toutes les 2 semaines, 3 semaines pour vérifier que ça avance bien. Et tant pis si jamais ça prend un peu de retard, parce que forcément, quand le suivi il est moins pointilleux, ça prend plus de retard. Mais c'est pas grave, parce que vous êtes un profil débordé qui gagne bien sa vie, et donc, si jamais vous avez 2 semaines, 1 mois, 2 mois de décalage pour les travaux, tant pis. L'importance, c'est que ça avance. Et la troisième chose que je vous recommande de déléguer, c'est la gestion locative. Une fois que vous avez fait cet achat, que les travaux sont terminés, donc la mise en route locative, vous la faites vous-même, comme ça vous connaissez mieux votre marché, mais très rapidement, vous déléguez la gestion. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Cyril, on a quasiment tout délégué, on a gardé que quelques appartements qu'on gère en direct, parce que par rapport à notre taux horaire, c'était plus intéressant de demander à quelqu'un de faire les visites, les états des lieux d'entrée et les états des lieux de sortie, plutôt que nous, prendre le train, poser un congé pour aller faire des visites pour rentrer les locataires. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour le point qu'il faut que vous déléguiez également, la gestion locative. Par rapport à votre profil, pour moi c'est super intéressant. Je récapitule rapidement l'épisode. Donc premièrement, on a vu ensemble que cet épisode concerne les personnes qui sont réellement débordées parce qu'elles ont un travail rémunérateur qui leur demande beaucoup d'heures de travail par semaine. Par exemple, les médecins, je sais pas moi, des avocats, des ingénieurs, des cadres qui travaillent également des fois le soir, même pour leur employeur. Bref, des personnes qui ont vraiment beaucoup de travail, mais qui en contrepartie ont des bons revenus. La deuxième chose qu'on a vue ensemble, c'est qu'il faut savoir, est-ce que vous voulez
être à terme moins débordé, ou est-ce que c'est uniquement pour la retraite que vous voulez investir et que c'est pas grave si vous continuez à travailler autant? Cela va permettre de placer le curseur si jamais vous voulez être ou non uniquement autofinancé ou s'il vous faut absolument du cash flow positif. Et la troisième chose qu'on a vue, ce sont les tâches à garder absolument pour soi et les tâches à déléguer. Donc les tâches à garder absolument pour soi, c'est la phase de préparation qui doit être faite aux petits oignons pour être encore plus efficace derrière. La deuxième chose à ne pas déléguer, c'est la chasse à la bonne affaire, parce que c'est comme ça que vous allez devenir meilleur et devenir vraiment un investisseur. Et la troisième phase à pas déléguer, c'est la mise en route locative, notamment l'ameublement, les dernières photos et les premiers contacts avec les locataires. Et de l'autre côté, les tâches à absolument déléguer, c'est par exemple le prêt immobilier. Mais bon, ça, normalement, ça devrait pas être très compliqué, vous n'êtes pas obligé de le déléguer à un courtier. Vous pouvez aussi le faire vous-même directement avec votre banque. La deuxième tâche à déléguer au maximum, ce sont les travaux en prenant une entreprise générale avec un unique interlocuteur, un maître d'œuvre, pour que vous ayez le moins de points de chantier possible à faire. Par contre, les plans, ça c'est très important, vous ne pouvez pas demander à un maître d'œuvre de faire les plans à votre place. Ça c'est votre intelligence d'investisseur pour maximiser la valeur locative de votre bien. Et enfin, la dernière tâche à déléguer, c'est la gestion locative, tout simplement au quotidien, comme ça vous n'avez pas besoin de gérer les locataires. Sauf si vraiment vous habitez juste à côté de votre bien, mais franchement, ça, enlevez-vous cette charge mentale, comme ça c'est lui qui décroche le téléphone quand il y a des soucis, il peut gérer, vous avez quelqu'un en fait sur place qui peut aussi gérer tous les petits problèmes, donc autant que vous déléguiez totalement cette partie-là. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!